Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du professeur LJ. Je suis le professeur JE, collègue du professeur LJ. Sur cette chaîne, tout comme mon collègue le professeur LJ, je vais vous parler de l'Afrique et également de son glorieux passé à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant: ces femmes remarquables et influentes. Et le 6e épisode sera un épisode spécial et unique sur le personnage de la reine Tassi Angbe. Tassi Angbe, aussi connue sous le nom de Tassin Angbe, que l'on surnomma la reine sans pudeur, a exercé une courte régence sur le trône d'Abomey au début du XVIIIe siècle. La princesse Tassi Angbe était la sœur jumelle du roi Akaba et l'on dit qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. À la mort de leur père, Ouegbadja, second roi d'Abomey, Tassi Angbe partagea officiellement la souveraineté avec son frère, la coutume exigeant que l'on traitât les jumeaux sur un strict pied d'égalité. Mais si Tassi Angbe bénéficiait de tous les honneurs dus au roi, elle n'exerçait en réalité aucune charge politique. Les princesses avaient certes une fonction sociale importante qui se traduisait jusque dans le rôle de conseiller du royaume qu'elles étaient autorisées à exercer. Les princesses dahoméennes, en femmes indépendantes, bénéficiaient d'une grande liberté de mœurs dont elles ne se privaient pas. Les maris avaient d'ailleurs tout intérêt à ne pas s'offusquer de certaines frasques extra-conjugales s'ils ne voulaient pas se voir répudiés sans ménagement ou perdre la garde de leurs enfants. Dans sa résidence d'Alada Vikpe, construite à l'identique du palais de son frère, Tassi Angbe n'était donc pas en reste, menant une vie plutôt dissolue qui alimentait les potins de la cour. Elle n'était plus mariée et appréciait beaucoup la compagnie de jeunes galants. Jusqu'à des heures indues, sa concession résonnait régulièrement d'un vacarme de rire, de musique et de battements de tambour. Elle aimait la vie, elle aimait faire la fête. Cette vie de plaisir ne l'empêchait pourtant pas de passer de longues heures avec son jeune fils qu'elle chérissait par-dessus tout. Elle lui consacrait généralement ses après-midi. Elle lui faisait écouter les exploits des rois d'Abomey et de son frère Akaba à travers des chœurs de chanteuses et musiciens qui animaient ces moments de loisir. Même si la princesse se tenait à l'écart des affaires, le peuple lui témoignait respect et indulgence, ce qui n'empêchait pas les commentaires amusés sur son franc-parler et les extravagances dont elle était coutumière. Pendant ce temps, le roi Akaba passait le plus clair de son existence à se mesurer aux petits royaumes voisins qui contrôlaient les villages de pêcheurs établis le long du fleuve Ouémé. Cette voie navigable constituait un atout stratégique pour le transport du commerce et la mainmise sur l'approvisionnement des négriers européens en esclaves qui étaient au cœur des préoccupations de tous ces monarques qui cherchaient à se neutraliser réciproquement. Akaba, pour sa part, était animé d'un fort désir de vengeance à l'encontre des Wéménous, ennemis quasi héréditaires du royaume d'Abomey. Ceux-ci avaient eu l'outrecuidance d'effectuer une attaque surprise sur sa capitale dont ils avaient incendié plusieurs quartiers
semant la panique parmi les habitants qui avaient dû fuir dans la brousse. C'était au début du règne d'Aqaba, et le roi n'avait son salut en se terrant dans un champ de maïs. Les Dahoméens, remis de leurs émotions, tentèrent de reprendre l'offensive pour se venger de l'humiliation. Mais les adversaires étaient retors, obligeant Aqaba à s'essayer inlassablement au fil des ans à mater leur irréductible arrogance. En 1708, alors que la guerre contre les Wéménous entrait dans une phase décisive, une terrible épidémie de variole éclata dans la région. Cette maladie, jusqu'alors inconnue sur les rives du golfe du Bénin, avait été introduite par un groupe de Blancs contaminés depuis l'Europe et qui se retrouvaient en visite de prospection commerciale dans les royaumes côtiers de Ouida et d'Alada. Les Portugais avaient été les premiers à installer dans le royaume d'Alada au XVIe siècle des comptoirs fortifiés chargés de collecter les produits africains d'exportation et de vendre des biens manufacturés européens. Ils en firent une escale prospère où venaient mouiller les bateaux négriers en provenance de Lisbonne, Nantes, Bordeaux, Saint-Malo ou Liverpool. Attirés par la facilité des approvisionnements en or, de nouveaux trafiquants établirent progressivement des points d'ancrage dans les royaumes voisins de Ouida et de Grand Popo. Le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles était éminemment profitable aux Blancs qui troquaient de l'eau-de-vie frelatée, de vulgaires friperies, des colliers de verroterie multicolores, des mousquets et des pétoires réformés contre de l'or, de l'ivoire, des produits tropicaux, ainsi que des êtres humains. Ironie du sort, donc, le roi Aqaba, qui avait passé presque tout son règne les armes à la main, fut brutalement emporté par la maladie à la veille de livrer un combat capital près de Boïcon, au sud du Dahomey. Les chefs de l'armée et le conseil du roi, composé des ministres et de certains dignitaires, décidèrent de taire la nouvelle pour ne pas affecter le moral des troupes. Puis ils en informèrent Tassi-Angbé et lui demandèrent de prendre en secret la place du défunt à la tête de l'armée afin de poursuivre l'expédition prévue. La princesse accepta sans hésiter, jurant que même femme, elle gagnerait la campagne entreprise par son frère. On l'habilla des vêtements d'Aqaba et on l'installa dans le hamac royal comme l'aurait fait le roi. Les généraux l'entourèrent pour attendre ses ordres et elle donna le signal du départ vers le village de Lissézoun où devait avoir lieu la rencontre. S'engageant dans la bataille, elle prit part à la conduite des opérations et les soldats ne s'aperçurent de rien tant la ressemblance était frappante entre la princesse et leur défunt chef. Comme portée par l'importance de sa mission, à la grande surprise de ceux qui étaient dans le secret, elle s'avéra être une Amazone pleine de courage, galvanisant ses hommes et nullement effrayée par la fureur du sauvage face-à-face qui se déroulait sous ses yeux. Des traditions orales récentes
assure d'ailleurs que Tassi-Angbe fut également la première parmi les dirigeants du Dahomey à avoir utilisé des femmes comme combattantes de guerre. Ces dernières firent preuve de tant de bravoure face à l'ennemi que leurs exploits ont marqué les esprits. Et c'est ainsi qu'elle mena ses troupes à la victoire. Les pertes avaient été nombreuses des deux côtés, mais parmi les dizaines de cadavres ennemis qui gisaient sur le terrain, la princesse eut la satisfaction de reconnaître celui des Wemenu. Aussi, lorsque vint le moment de désigner un successeur à Akaba, le grand féticheur d'Abomey demanda à la princesse Tassi-Angbe d'assurer la régence en attendant que l'héritier présomptif, le jeune Agbo Sassa, âgé d'une dizaine d'années, puisse monter sur le trône. La tradition rapporte ainsi que l'armée dahoméenne devait lancer une offensive contre un territoire Adja, riverain du fleuve Koufo. Tassi-Angbe s'était mise en tête de reprendre le flambeau de chef de guerre qu'elle avait exercé par procuration. Le prince d'Ossou, l'ayant appris, la fit enfermer dans son palais d'Alada-Vikpé avec la complicité de quelques gardes. Bravant les interdits attachés à sa nouvelle fonction, elle continua de défrayer la chronique par sa vie mouvementée. Elle avait prouvé son courage et sa capacité à tenir le royaume et estimait donc n'avoir aucune concession à faire sur l'existence sans contrainte qu'elle entendait mener. Bref, sa réputation laissait à désirer et pouvait entacher le caractère sacré de la royauté. Les nobles s'indignèrent et réclamèrent son abdication. En revanche, ceux qui la soutenaient assuraient que sa vie privée n'interférerait nullement dans sa mission de reine. Et voilà la société d'Abomey divisée par une grande querelle entre fidèles de Tassi-Angbe et avocats de l'étiquette royale. Tout cela faisait un peu désordre et risquait de nuire à la crédibilité du pouvoir. C'est alors que ses adversaires les plus acharnés fomentèrent un complot pour obliger la reine à s'effacer. Par une nuit sans lune, deux silhouettes s'introduisirent silencieusement dans la concession de la reine à l'insu des gardes qui somnolaient devant l'entrée. Comme s'ils connaissaient parfaitement les lieux, ils se dirigèrent droit vers la chambre du petit prince. Le fils de Tassi-Angbe dormait sur une natte à côté de sa nourrice. Se penchant sur le corps de l'enfant, l'un des deux hommes y plongea son poignard à 2 reprises avant que la servante, réveillée en sursaut par le râle du petit supplicié, n'ait le temps de pousser des hurlements de terreur qui donnèrent l'alarme. Lorsque Tassi-Angbe, comme frappé par la foudre, fut informée de l'assassinat de son unique enfant, elle n'émit pas un mot, ne versa pas une larme. La reine dissimula sa peine jusqu'à la réunion du Conseil du Trône qui, ce jour-là, se tenait en séance publique. Drapée dans 3 magnifiques pagnes d'apparat en kita, elle avait pris place sur le trône sacré d'Abomey, entourée de ses ministres et des dignitaires du royaume. Avant qu'on ouvre la séance, les tam-tam parleurs pleurèrent ses souffrances de mère et célébrèrent
son courage de reine au milieu d'une foule recueillie. Soudain, Tassi Angbe se leva, interrompant du coup les chants et le brouhaha ambiant. Appalant, elle s'éloigna du trône, tandis que les spectateurs se demandaient ce qui pouvait bien motiver une telle perturbation du protocole. La reine s'arrêta enfin au milieu de la cour, comme si elle avait à présider un sacrifice ou à ordonnancer une cérémonie. À ce moment, une de ses suivantes sortit silencieusement du rang des courtisanes et vint s'agenouiller à ses pieds. Alors il se passa quelque chose d'inouï, quelque chose d'inimaginable. Devant l'assistance médusée, Tassi Angbe souleva son pagne sans aucune pudeur et s'aspergea d'eau les parties intimes en hurlant sa douleur d'avoir perdu son fils et en maudissant sans distinction les nobles, les dignitaires, les paysans, les artisans, le peuple tout entier de ce royaume auquel elle avait voulu donner le meilleur d'elle-même. Dans ses imprécations, elle prédit en outre qu'un grand malheur s'abattrait sur Abomey. Une immense clameur s'éleva de la foule scandalisée. Puis sous les huées de courtisans, suffocant d'indignation, la reine prononça son abdication. Ce fut le dernier acte de cette régence qui avait commencé 3 mois plus tôt sous les auspices les plus favorables. Tassi Angbe se retira dans son palais d'Allada Vikpe et son jeune frère fut proclamé roi en cette même année 1708 sous le nom de Agadja. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Les anciens disent que le grand malheur annoncé par Tassi Angbe lors de son abdication fut la conquête du Dahomey par les peuples de race blanche. Une annexion qui interviendra en 1892 après la prise d'Abomey par les troupes françaises du colonel Alfred Dodds, un métis franco-sénégalais originaire de la colonie de Saint-Louis du Sénégal. J'espère que vous avez aimé et apprécié ce 6e épisode unique et spécial sur la reine Tassi Angbe. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire de Sylvia Serbin. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. Nous nous retrouverons très bientôt pour un 7e épisode captivant et passionnant qui sera sur d'autres femmes africaines qui ont marqué l'histoire. C'était le professeur J.E., collègue du professeur LJ. Bye bye.